Un grand merci à vous. Donc forcément, ça nous rajeunit tous les deux. Alors c'est vrai que parfois, on débute avec ce qu'on appelle l'affichage des conflits d'intérêts. Comme vous le savez, les médecins n'en ont pas, ou exceptionnellement, on a éventuellement des liens d'intérêts. Donc là, je dois quand même avouer que j'ai quand même un conflit d'intérêts majeur, qui est celui de la présence de mon frère. J'ai vu qu'il s'amusait tout à l'heure à distribuer des fausses balles de pétanque pour occuper visiblement les partenaires industriels, qu'à cela ne tienne. Donc, je suis ravi d'être parmi vous et effectivement, l'équipe rhumatologique universitaire va se succéder. Je me suis auto-attribué le petit point d'actualité sur les rhumatismes chroniques. Je pense qu'après, c'est Julien Pacou, ça sera Jean-Guillaume Le Tarouy qui effectivement écrit déjà depuis quelques années que sa mission future est de me succéder, mais comme il est déjà à 1 an de délai de rendez-vous, je ne sais pas ce qu'il fera quand il aura une mission quantitativement doublée, et puis Julien Pacou qui abordera la pathologie osseuse. Alors, on a découvert que nous n'avions pas 20, mais 10 minutes, mais rassurez-vous, ça devrait tenir. Le point numéro 1, alors vous êtes globalement jeunes, tant mieux pour vous, mais ceux qui ont un petit cheveu blanc ou ceux qui n'ont plus de cheveux, le premier message, c'est très clairement d'être totalement conscient qu'aujourd'hui, les grands rhumatismes inflammatoires chroniques, la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite ankylosante, par certains côtés, sauf exception, eh bien, l'image enseignée il y a quelques années, et notamment fin du XXe siècle, c'est une image qui n'existe plus. Vous avez ici les mains caractéristiques d'une polyarthrite rhumatoïde et d'un rhumatisme psoriasique, avec des déformations typiques qui apparaissaient historiquement sur des destructions articulaires en 3 à 5 ans. Ça a quasiment totalement disparu de nos jours. Et qui plus est, ces maladies qui peuvent s'accompagner de ce qu'on appelle des manifestations extra-articulaires, et vous avez une image de nécrose de doigts de pied, et c'est encore plus caractéristique quand je suis arrivé il y a quelques années dans le service, le malade avec ses pieds nécrosés venait de partir amputé des pieds. Donc, cette image de gravité liée à la sévérité des destructions potentielles, c'est quelque chose qui, plus de 9 fois sur 10, a disparu. Je modère puisque Jean-Guillaume est en face de moi et me taquine puisque de temps en temps, il y a encore quelques patients avec des destructions. Et comme on a un éminent chirurgien orthopédiste comme modérateur, eh bien c'est une catastrophe pour les orthopédistes. Car vous voyez à titre indicatif une courbe qui n'est pas récente, mais qui montre que dès le début des années 90, on assiste à une chute considérable du recours à la chirurgie, ici dans la polyarthrite rhumatoïde. Alors bien sûr, heureusement, il y a l'arthrose. Donc vous voyez que la courbe des remplacements prothétiques dans l'arthrose ne fait qu'augmenter, mais la chirurgie prothétique dans la polyarthrite diminue, et d'autres chirurgies qui étaient les chirurgies du poignet, de l'avant-pied, eh bien aujourd'hui, elles sont devenues si pas rares, voire exceptionnelles, par exemple quand on opérait le rachis cervical de ces malades. Alors pour la spondylarthrite ankylosante, c'est pas compliqué puisque spondylarthrite ankylosante, ça n'existe plus. Autrement dit, les patients qui sont illustrés sur la première moitié du siècle dernier, avec effectivement cette spondylarthrite axiale ankylosante, dont vous avez quelques photos sur des sujets d'à peine 40 ans, eh bien aujourd'hui, on appelle ça les spondyloarthrites. Elles peuvent être à prédominance axiale, et une fois sur deux, elles sont entre guillemets radiologiquement non visibles, je dirais radiographiquement non visibles, donc il n'y a plus de colonnes bambou, etc. Vous avez uniquement des signes d'inflammation en IRM, on appelle ça les spondyloarthrites non radiographiques. D'emblée, vous devinez qu'il va y avoir une grande ouverture et beaucoup plus grande faisabilité concernant le développement des activités physiques, voire sportives. Dernier élément de l'introduction, la polyarthrite rhumatoïde n'est pas une maladie des articulations. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie dite des muqueuses. Le facteur de risque principal,
c'est le tabac, la silice, la pollution. Bien évidemment, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est une maladie sur prédisposition génétique, avec interaction avec l'environnement, l'exposome, et notamment l'exposome respiratoire et digestif. OK. À partir de là, la stratégie depuis 20-25 ans est une stratégie dite ciblée. Autrement dit, quand un malade débute sa maladie, on a en 3 à 6 mois, surtout dans la polyarthrite rhumatoïde, des directives de prise en charge, obtention de la rémission. La guérison, c'est encore trop ambitieux aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est censé les voir très régulièrement et on a, grâce à un arsenal thérapeutique riche, qualifié il y a quelques années de révolutionnaire, on a les possibilités aujourd'hui, chez la majorité des patients, d'éteindre l'activité inflammatoire de la maladie. J'ai bien dit l'activité inflammatoire, ce qui n'est pas forcément synonyme de fatigue et douleur, les deux symptômes auxquels nombre d'entre vous sont confrontés quand vous avez encore à prendre en charge ces patients. Alors, demain, on ira peut-être plus loin. Dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie auto-immune avec auto-anticorps, on peut rêver à effectivement obtenir la disparition des anticorps spécifiques de la maladie. C'est encore aujourd'hui quelque chose plutôt du domaine de la recherche. Alors, dans ces deux grands rhumatismes, et surtout la polyarthrite rhumatoïde, qui est la maladie vedette de notre discipline, pour faire un peu de peine à Julien Pacou, car ça n'est pas l'ostéoporose, bien sûr, eh bien, dans les facteurs de risque, il y a un élément majeur qui est celui du surpoids et de l'obésité. Un petit schéma montre, mais on n'a pas à retenir ça, globalement, on s'est rendu compte que ce gras n'est pas qu'une réserve de lipides pour survivre l'hiver au fond de la grotte et pas se faire manger par un dinosaure. Globalement, il y a la production d'hormones du gras qu'on appelle les adipokines. Elles ne sont pas toutes très favorables, elles peuvent être pro-inflammatoires, et le tissu adipeux est riche en cytokines. Autrement dit, d'emblée, quand on va parler de rhumatisme inflammatoire, où 2 fois sur 3 les sujets sont en surpoids ou obèses, à l'évidence, la perte de poids va être un critère majeur de prise en charge, et il n'y a pas de perte de poids sans activité physique adaptée, voire activité sportive. Par ailleurs, ça joue sur l'incidence même de la maladie, ça joue sur son activité, ça joue sur la réponse au traitement. Et aujourd'hui, on ne meurt plus de polyarthrite et de spondyarthrite. Aujourd'hui, on a un surrisque cardiovasculaire. Les bénéfices cardiovasculaires de l'activité physique et du sport, vous les connaissez mieux que moi. Bien évidemment, sur le plan squelettique, sur le plan osseux, c'est bénéfique chez des sujets qui ont d'autres facteurs de risque, j'y reviendrai en une seconde sur les traitements. Et ce sont des gens qui sont fatigués, avec une maladie douloureuse, chronique. Comme vous pouvez l'imaginer, le moral n'est pas toujours au top, et l'activité physique et le sport, eh bien, c'est bon pour le moral. Voilà ce que l'on peut trouver comme illustration globale. Alors du coup, l'activité physique, et si j'ai bien compris, la moitié d'entre vous est aujourd'hui kinésithérapeute, puisque la massothérapie a, si j'ai bien compris, disparu. Donc, l'activité physique, voire sportive, toutes les études scientifiques ont démontré leurs bénéfices. Donc, ça fait partie des recommandations nationales et internationales de prise en charge, aussi bien de la polyarthrite que de la spondylarthrite. Prévention du décontinuation musculaire. Il a été démontré dans quasiment toutes les études que ça ne favorisait pas le risque de poussée et de rebond de la maladie. Et sur le plan squelettique, il n'y a pas, à l'exception d'un accident bien sûr, mais ça n'est pas associé à un surrisque d'accident fracturaire. La question bien sûr, c'est l'adaptation, j'y reviendrai, mais vous êtes bien placé. Activité physique adaptée, c'est plutôt ce que l'on va nous aborder avec nos patients, plutôt que véritablement activité sportive, même s'il y a 40 ans, en débutant la spécialité, un de mes collègues de Montpellier montrait une jeune polyarthrite rhumatoïde débutante qui jouait au volley-ball. À l'époque, les doigts de la polyarthrite rhumatoïde, c'était quand même des structures un peu fragiles. J'étais quand même un peu étonné qu'elle joue au volley-ball à haut niveau, mais qu'à cela ne tienne. La difficulté, c'est de motiver les patients. Et c'est clair que quand ils viennent nous voir, ils sont fatigués, ils ont mal partout, ils ont du rhumatisme. Et pendant des décennies, on a dit repos, règles d'économie
d'ergonomie articulaire. Donc c'est vrai qu'il a fallu aujourd'hui complètement changer et évoluer pour mettre en avant les bienfaits, motiver les médecins, motiver les patients sur cette activité physique sportive. Et le point qui est encore un point faible, c'est l'accessibilité à l'APA, puisque effectivement, c'est pas vous que je vais le dire, eh bien ça n'est pas encore facilement accessible pour tout le monde. On doit l'encourager, on peut y aider en confectionnant quelques orthèses. Nombre de médecins ici sont MPR, et pas que. Et donc, on est sur de l'activité plutôt encadrée. Un mot avant de terminer sur les traitements. Il n'y a pas de iatrogénie, il n'y a pas d'effet secondaire vraiment connu de ce qu'on appelle aujourd'hui les traitements biologiques, les biothérapies. Il y a une nouvelle famille de médicaments, mais peu de patients les reçoivent. Ça augmente les enzymes musculaires. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les conséquences de cette augmentation. Pour le moment, on considère que c'est sans importance. Le méthotrexate, qui est le traitement de référence, ça peut rendre les gens fatigués. Et dans des cas rares, ce n'est pas très bon pour les os. Il y aura des fractures un petit peu partout, mais c'est vraiment très rare. Donc bien sûr, les traitements que l'on peut utiliser, que l'on utilise encore régulièrement quand même, ce sont les corticoïdes. Et ça, vous le savez, c'est pas très bon. On fait de la rétention hydrosodée, on prend des masses grasses, donc on prend du poids. À l'inverse, on perd ses masses maigres, c'est la myopathie cortisonique, donc on perd du muscle. C'est très mauvais pour les os, ils sont plus fragiles. Donc, aujourd'hui, dans nos traitements, l'absence de cortisone, la durée la plus réduite, la dose la plus faible, ce sont vraiment des éléments majeurs de prise en charge. Donc, très rapidement, l'idée pour ceux qui ont encore une notion un petit peu ancienne de ces maladies, c'est que très clairement, ce qu'on a appris, ce qu'on a vu, ce qu'on voit encore aujourd'hui, les polyarthrites et les spondyarthrites du XXe siècle ou qui ont débuté jusqu'à la fin du XXe siècle, eh bien, depuis un quart de siècle, il y a eu une modification considérable du visage et de la sévérité de ces maladies pour de nombreux facteurs dont certains restent mystérieux. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire, par exemple, pour les spondylarthrites, qui pour les kinés était une rente à vie. Ils faisaient de la kiné quasiment 3 fois par semaine pendant des années et des années. Aujourd'hui, ces spondyloarthrites, y compris les non radiographiques, globalement, ce sont des gens qui, sur le plan physique, sont des gens normaux. Et quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde qui est contrôlée est quelqu'un qu'on peut considérer comme quelqu'un de, entre guillemets, normal par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques siècles. La pratique sportive, la pratique d'activité physique adaptée est recommandée, elle est indispensable pour tous les bénéfices qu'on a vus, 2 sur 3 en surpoids, les comorbidités cardiovasculaires, l'impact sur le squelette, l'impact sur le moral. Pour une activité physique adaptée, je vous remercie. Merci professeur Picot.